Bonjour, bonjour à tous. Désolé, c'est la première fois que je parle dans un micro, donc je risque de bafouiller un peu. Ça va là, le son? Et donc je vais vous parler du développement de plugins procéduraux orientés métier. Donc c'est pas un titre très sexy, mais c'est pour dire des plugins avec un fonctionnement étape par étape à destination de personnes qui ne sont pas forcément avec des compétences avancées en SIG. Donc pour ça, je vais illustrer ça par deux développements. Un qui a déjà été réalisé, le plugin biodispersal, et un qui est en cours, le plugin MEF. Alors pour le plugin... Ah, il marche celui-là? Ouais. Le plugin biodispersal en fait a été développé pour répondre à des problématiques de trame verte et bleue. Alors trame verte et bleue est une politique publique d'aménagement du territoire qui consiste à modéliser un réseau écologique sur le territoire français pour justement pouvoir le prendre en compte dans l'aménagement du territoire. Et donc ce réseau écologique est composé de réservoirs de biodiversité qui correspondent aux habitats naturels des espèces et de corridors écologiques qui sont les connexions entre ces réservoirs qui peuvent être de plusieurs types, linéaires comme des cours d'eau, en pas japonais constitués d'espaces relais comme des bosquets ou des corridors paysagers, donc plus surfaciques comme un ensemble de milieux naturels qui favorisent le déplacement des espèces. Il existe plusieurs méthodes de cartographie de la trame verte et bleue, et on va s'intéresser à celle qui permet de modéliser des corridors de type paysager, donc surfacique. Ces travaux ont été réalisés pour le centre de ressources trame verte et bleue, qui a pour objectif justement d'accompagner toutes les structures qui sont amenées à faire des études trame verte et bleue, donc les parcs naturels ou les collectivités territoriales par exemple. Alors la méthode qu'on va essayer de modéliser s'appelle celle des aires potentielles de dispersion, donc qui consiste depuis une couche d'occupation du sol, qui est au format raster pour cette méthode, à modéliser quels sont les espaces atteignables par les espèces. Donc pour ça, en fait, on va affecter un coût à chaque pixel d'occupation du sol. On va appeler ça un coefficient de friction, c'est-à-dire à quel point le milieu naturel freine la progression de l'espèce. Et selon un coût maximal de dispersion, qui dépend de l'espèce et de la trame étudiée, on va modéliser justement, et depuis des réservoirs de biodiversité, on va modéliser les espaces atteignables, les aires potentielles de dispersion. Donc là, par exemple, on voit dans l'exemple que la forêt, pour le cerf, une sous-trame forestière, a un coefficient très faible, parce que c'est le milieu naturel. Les champs ont un coefficient plutôt moyen, parce qu'il peut s'y déplacer un peu, mais pas trop longtemps. Et les villes ou les routes sont complètement imperméables. Et donc là, par exemple, avec un coût maximal de dispersion de 100, on va pouvoir traverser quelques cases, et en rouge, on a les aires finales de dispersion. Alors maintenant, je vais présenter le résultat final, donc qui est un plugin QGIS assez classique. Mais du coup, où j'ai identifié pas mal d'étapes, parce que la problématique était assez complexe, il y avait beaucoup de traitements à réaliser pour arriver au résultat final. Et du coup, j'ai décidé de faire un fonctionnement en 7 étapes, du coup avec un onglet par étape, justement pour essayer de séparer un peu tous les traitements. Et on va d'abord s'arrêter sur l'interface graphique. Donc pour l'interface graphique, j'ai essayé de m'inspirer des algorithmes de processing notamment. On voit qu'on retrouve à droite le panneau d'aide, en bas une barre de progression et les icônes qu'on peut retrouver dans QGIS. Il y a la version anglaise et française, j'ai essayé de traduire normalement la plupart des éléments. Et on peut aussi enregistrer et charger la configuration du plugin qui est en cours. C'est-à-dire qu'une fois on a rempli un peu toutes nos étapes et nos paramètres, on va pouvoir les sauvegarder et les recharger d'un coup. Et ensuite, on voit qu'il y a là, donc il y a les paramètres à rentrer et une sorte de table qui permet de visualiser l'état actuel du plugin, donc de sa configuration. Alors, je vais vous décrire un peu toutes les étapes. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que là, il y a quand même 7 étapes, donc ça va être un peu les mêmes slides. Donc, la première étape consiste à définir les paramètres généraux, donc notamment le dossier de travail où sont enregistrés les résultats, la projection, l'emprise et la résolution, parce que comme on va travailler en raster, on va essayer d'uniformiser toutes les données dès le début pour qu'après toutes les couches soient bien calées par la suite. Il faut dès le début définir les sous-trames, donc c'est-à-dire les grands milieux qu'on va considérer, comme là par exemple on a une sous-trame des milieux prairiaux, une sous-trame forestière ou une sous-trame des zones humides. Et en fait après on va effectuer les traitements suivants pour chaque sous-trame. Alors la première étape de traitement, à proprement dit, l'interface est un peu chargée parce qu'elle est un peu compliquée. Mais il s'agit en fait de sélectionner les données, soit par expression, par exemple les cours d'eau qui ont une largeur entre 0 et 15 mètres, et de leur affecter une classe ou un groupe. Donc
Donc là, on va dire ces cours d'eau-là, ça va être les petits cours d'eau. Et les cours d'eau entre 15 et 50 mètres, ça va être les grands cours d'eau. Si on a des données raster, on peut aussi du coup les rééchantillonner pour respecter la résolution et l'emprise. Et du coup, ça va permettre de sélectionner et d'uniformiser toutes les données qu'on va utiliser par la suite. Ensuite, pour chaque sous-trame, on veut pouvoir retenir des éléments différents. Par exemple, pour la sous-trame des zones humides, il y a peut-être des couches de mares ou des rivières qu'on veut voir ressortir en priorité, au-dessus des autres éléments. Donc là, c'est juste une table de hiérarchisation des données selon chaque sous-trame. Par exemple, pour une sous-trame forestière, on pourrait vouloir voir les routes ressortir en priorité, parce que c'est des éléments très fragmentants. Sachant qu'a priori, du coup, les couches d'occupation du sol sont les moins prioritaires. Donc à la fin de cette étape, on obtient une couche d'occupation du sol complète par sous-trame. Et là, maintenant, c'est là où on va affecter les coefficients de friction, qui est un peu l'étape délicate de cette méthode. Donc là, en ligne, on a les postes d'occupation du sol. Et en colonne, on a les sous-trames considérées. Donc là, par exemple, la première ligne, ce sont les prairies naturelles. Et pour la sous-trame prairie, elle a un coefficient de 0, parce que c'est le milieu naturel, ça ne coûte pas. Pour une sous-trame forestière, elle a un coefficient de 100, et pour une sous-trame zone humide, elle a un coefficient de 30. Alors là, pour déterminer ces coefficients, c'est un peu une question de recherche qui est encore ouverte en écologie, parce qu'il manque de références scientifiques à ce sujet. Donc ça peut paraître arbitraire, mais ce qu'il faut faire normalement, c'est de calibrer ces coefficients justement par des vérifications terrain et à dire d'experts. Et donc justement, ces coefficients sont amenés à évoluer au fur et à mesure d'un projet. Donc pour ça, j'ai rajouté une fonctionnalité qui permet d'exporter ce tableau au format CSV pour pouvoir après l'apporter en réunion, le modifier, puis le recharger directement dans le projet et rejouer les étapes avec les coefficients modifiés. Donc ça, c'est un détail, mais c'est quand même assez pratique pour les gens parce qu'ils ont l'habitude du format CSV et de travailler en Excel. Et donc après, la reclassification, là, se fait par... en gros, on remplace le poste d'occupation du sol par le coût pour chaque sous-trame. Pour l'instant, là, je fais un appel à la calculatrice raster, mais j'ai vu que dans les dernières versions de QGIS, il y avait des nouveaux algorithmes de reclassification. Donc, dans une prochaine version, j'aimerais bien les utiliser. Et donc là, voici par exemple un résultat de carte avec les coefficients de friction pour un territoire d'une communauté de communes, où il y a 5 valeurs de friction, on voit 0, 5, 30, 100 et 10 000. Et ça permet un peu déjà d'appréhender la structure du territoire. Et là, on imagine que la sous-trame des milieux prairiaux va être proche des zones en vert. Et c'est une première préfiguration du territoire. Ça, c'est une table que j'ai passée très vite. C'est juste si on veut retravailler les coefficients de friction, parce qu'on peut pouvoir en prendre en compte d'autres éléments. Après, il y a la possibilité de prendre en compte les valeurs de pente d'un MNT, ou la distance à d'autres données comme les routes ou le bâti, ou de prendre une valeur, un maximal, un minimum entre deux couches, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que c'est assez technique. Et enfin, l'étape finale de dispersion en elle-même. Donc là, pour chaque sous-trame, on va sélectionner la couche de réservoir de biodiversité, la couche de friction, un coût maximal de dispersion, et on va effectuer le calcul des dispersion par un algorithme R.cost qui fait du calcul de coût pondéré, et qui existe déjà dans GRASS et qui fait exactement en fait, ce qu'on voulait à la base. Et voilà par exemple un résultat d'une carte de dispersion. Donc en vert foncé, on a les réservoirs de biodiversité depuis lesquels on est parti. Et après, on a un dégradé de vert qui correspond un peu à la progression fictive ou potentielle des espèces. Donc là, on a mis un coût maximal de dispersion assez élevé, mais on voit que on peut essayer d'identifier des sortes de corridors écologiques un peu de visu, après qui sont toujours à vérifier, mais ça donne une bonne visualisation des aires potentielles de dispersion. Je vais revenir sur quelques éléments techniques là, du développement, notamment la reproductibilité des résultats. Donc le fait d'avoir un fichier de configuration, donc c'est un fichier XML, où tous les paramètres de chaque étape sont enregistrés. Et ça, c'est très pratique parce que du coup, on va pouvoir recharger directement, rejouer les étapes sans avoir à tout rentrer. Et notamment, on peut s'échanger les fichiers de configuration. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une configuration, je peux l'envoyer à un collègue, il va la relancer sur son ordinateur et il va pouvoir refaire le même lancement normalement. Donc c'est pour ça qu'on utilise des chemins relatifs en fait, par rapport au dossier de travail. Et on a vu aussi qu'on pouvait exporter les coefficients de friction au format CSV. On peut aussi du coup rejouer étape par étape, on n'est pas obligé de refaire tout le processus à chaque fois. Et les résultats de chaque étape sont sauvegardés et chargés dans le projet, même s'il y a d'autres résultats intermédiaires dans chaque étape qui sont effacés pour l'instant.
Juste un petit retour sur les tables de visualisation là qu'on a vues qui permettent de montrer la configuration actuelle du projet. Donc là, c'est un peu plus informatique, mais donc c'est un concept d'architecture logicielle qui s'appelle le modèle vue contrôleur, où en gros le modèle, c'est-à-dire les données, la configuration, elle est stockée à un endroit, et il y a le module de vue, donc de visualisation, qui est donc ce tableau, qui vont être reliés par un contrôleur qui fait le lien entre les deux. Donc par exemple, quand j'ajoute un élément, il est affiché dans mon tableau. Et vu que c'est un peu les mêmes traitements pour toutes les étapes, j'ai fait un modèle abstrait où en gros c'est le même fonctionnement pour toutes les étapes, j'ai juste à rentrer mes nouveaux champs, et en gros tous les traitements vont se refaire de la même manière. Donc ça c'est juste pour factoriser le code, et c'est assez pratique parce que du coup si je change d'une étape, j'ai pas grand chose à faire pour que ça se passe bien. Et donc il y a un contrôleur par étape. Donc voilà, donc ça c'était pour le plugin biodispersal qui est du coup maintenant disponible. Et je vais vous parler rapidement, là, si j'ai le temps, d'un autre développement qui est en cours, qui concerne un indicateur de fragmentation du paysage, qui s'appelle la taille effective de maille. Donc il y a une formule qui existe définie par un artiste scientifique qui définit le degré de fragmentation comme la probabilité que deux points choisis au hasard ne soient pas situés dans le même patch, dans le même polygone d'occupation du sol. Et donc, considérant ce degré de fragmentation d'un territoire, la taille effective de maille, c'est la taille d'une maille si le territoire était divisé en mailles régulières avec un même niveau de fragmentation. C'est pas évident au début, mais en gros, là sur l'illustration, vous voyez bien que les territoires alpins, ils ont une maille assez large parce que bon, c'est pas fragmenté, les Alpes, c'est très naturel, alors que le plateau central de chez nos amis suisses, lui, est plus fragmenté parce que c'est là où il y a la plupart des villes et des infrastructures de transport. Donc en fait, cet indicateur a déjà été utilisé par le ministère de l'écologie dans une étude précédente. Il a été retenu comme pertinent comme indicateur territorial de développement durable. Et la méthode pour le calculer a déjà été définie pour des données Current Land Cover. Là, par exemple, on voit un résultat cartographique sur les régions forestières départementales, qui avait été fait par IRSTEA pour le ministère de l'écologie. Et donc l'idée, donc il y a un plugin qui existe déjà qui permet de calculer cet indicateur, mais seulement depuis une couche raster déjà classifiée. Donc c'est un peu la dernière étape de la chaîne de traitement. Et l'idée est donc d'automatiser le calcul depuis des données vecteurs, en laissant un libre choix de données, donc pas forcément Current Land Cover, en prenant en compte aussi ce qu'on appelle l'effet frontière, c'est-à-dire que les patchs à la frontière vont être coupés par la frontière, alors que potentiellement derrière il y a un grand espace naturel qui va être ignoré. Et donc voilà l'interface en cours de ce développement. Donc vous voyez que ça ressemble beaucoup à l'outil précédent, parce que justement pour moi j'ai un peu repris ce fonctionnement en étapes. Et là, j'ai identifié 4 étapes, donc la définition des paramètres, notamment les couches de découpage, parce que ça impacte le calcul des résultats et la zone d'étude. La classification de l'occupation du sol en milieu naturel ou non, pour voir après quel est l'indicateur. Le rajout des éléments fragmentants dessus, pour du coup séparer vraiment les patchs entre eux. Et enfin, le calcul et la visualisation de l'indicateur en lui-même. Ça, c'est un développement en cours. Là, c'est l'étape de sélection d'occupation du sol. Donc là, on voit des postes Current Land Cover, où on sélectionne ceux qu'on considère comme naturels pour la suite des traitements. Et donc la livraison de ce développement est prévue en février 2019. Donc là, je vais vous présenter 2 développements appliqués à 2 problématiques différentes, mais qui reprennent un peu la même structure de développement avec un fonctionnement par étape. Moi, qui me paraît un peu pertinent. Et surtout, du coup, il y a des éléments communs qui me paraît intéressant de factoriser. Enfin, moi, de mon côté, j'ai essayé de factoriser déjà, d'isoler la partie commune. Et si jamais il y en a qui trouvent que ça peut être intéressant pour d'autres problématiques, on pourrait réfléchir à comment partager ce code et quels sont les éléments à retenir. Est-ce que l'interface graphique paraît pertinente? On pourrait avoir une interface graphique avec des onglets faciles à rajouter, les modèles abstraits que je vous ai présentés, le fichier de configuration. Ça, pour le coup, moi, je trouve ça vraiment pratique de pouvoir recharger une configuration et que sans avoir à tout rentrer à chaque fois. Ou des fonctions utilitaires d'interfaçage avec QGIS ou processing. Donc ça, c'est plus s'il y a des gens intéressés par ça qu'on pourra en discuter. Donc voilà, pour conclure cette démarche avec un plugin étape par étape pour des chaînes de traitement un peu complexes, ça fait vraiment parfois un peu d'étapes, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça permet d'avoir un outil donné pour une problématique donnée. Donc c'est plus clair à identifier après pour les utilisateurs. Là, par exemple, pour la trame verte et bleue, on va dire il y a l'outil biodispersal qui est sorti, c'est clair, c'est identifié, donc ça permet une certaine visibilité. Aussi de cadrer une méthode, parce que là, je vous ai présenté la méthode, mais il y a eu quand même un travail de recherche au début pour essayer d'identifier quelles sont les
les pré-traitements importants et les trucs plus spécifiques à chaque projet. Et ça permet d'intégrer les pré-traitements dans la démarche. C'est pas juste un truc à faire avant, c'est vraiment dans la démarche, il faut faire attention au pré-traitement parce que ça conditionne tout le reste. Et enfin, le fichier de configuration, je rajoute encore, mais c'est vraiment très très pratique. Donc voilà, après, à plus long terme, ce que j'aimerais continuer à faire, c'est de développer un vrai écosystème d'outils open source pour l'écologie du paysage. Et notamment pour la trame verte et bleue, il y a d'autres outils qui ne se basent pas forcément sur QGIS, mais qui sont open source et avec lesquels il y a des travaux d'interopérabilité qu'on pourrait réaliser, notamment autour de la couche de friction. Et de façon générale, ce genre d'outil permet de transférer un peu les technologies ou les dernières modélisations ou modèles développés par le monde de la recherche, notamment en écologie, vers les acteurs plus opérationnels qui, eux, demandent des solutions applicables directement à leur territoire en clic-bouton de façon plus simple, quoi. Donc voilà, donc le plugin biodispersal est déjà disponible si vous voulez le télécharger. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter. Merci de votre attention. Merci.